pêche se trouve en Lozère, près de Marvejols, à 1300 mètres d'altitude, en compagnie d'un champion de pêche à la mouche, Jean-Louis Poirot, et de son copain et élève, Philippe Catonnet. Hop là, voilà une autre. Elle est mieux. Il remonte la rivière, d'où les éphémères sortent en bon nombre. Il a fallu une semaine pour tourner ses séquences. Ah, elle est pas... Regarde comment elle est bien zébrée. Tu vois comment elle est bien zébrée? Elle a pris la mouche pleine gueule. Je sais pas si tu vois. Hein. Elle fait la maille, Jean-Louis? Oh oui, largement. Tu me la gardes pour Michel, hein? Oui, mais on a le temps. Oui, si tu veux. Oui, attends, oui. Oh, on ne la remet pas à l'eau, là? Si. Ben, on en mettra d'autres. Il va en garder une ou deux. T'as le droit d'en garder une ou deux? Oui, on a droit à 10, mais on n'en garde jamais 10. Tu vois bien, on en garde une ou deux. Comme là, c'est pour redescendre à Avignon, tu vois. Voilà, c'est joli, tu vois. Ça fait... Tu vas la manger? Ça fait... Oui, ben, bien sûr. Voilà, ça y est. Allez. Bon, tiens, tu vas la vider si tu la gardes. Ah oui. Voilà. Allez. Mais là, c'est pas tellement... Non, je l'ai pas. C'est pas tellement pour ça, c'est surtout pour faire voir à sa femme qu'il est venu à la pêche avec moi, tu vois. Exactement. Faut qu'elle le croie, en fait. Et non, elle le croit pas du tout quand il dit qu'il vient avec moi. Parce que souvent, quand moi je suis pas au courant, il prend ça comme excuse, tu vois, quand il va faire un gueuleton avec des copains, il dit je vais chez Jean-Louis. Parce que des fois, elle me dit, toi, 2 mois après, quand je la vois, elle me dit, alors, vous avez bien pêché la dernière fois? Je suis étonné. Putain, l'eau, qu'est-ce qu'elle est belle, l'eau. Oh, magnifique. Voilà, truite. Tu vois, je lui ai dit de faire la bordure comme il faut là-bas, tout le long. C'était le plus beau coup là, tu vois, pour qu'il y ait une truite là-bas. Pour qu'il y ait un beau poisson. Ouais, remonte avec. Remonte avec. Voilà. Elle est belle. Parce qu'ici, c'est quand même pas, il n'y a pas des truites. On est à 1300 mètres, hein, presque. C'est bien. Prends-la par le fil, c'est bien. Là, fais-la voir. Tu vois? Fais-la voir, Claude. Ah, c'est bien. T'as vu les couleurs qu'elle a? Elles sont Elle a belles, des hein? points rouges magnifiques. Ouais, elles sont belles. Allez, continue à me faire cette bordure comme il faut, hein? Il y en a une autre avant là-haut. Ben là, il doit y en avoir une, ouais. Je vais essayer de faire celui-là. Chez Stéphane Faudon, l'élevage de coqs de pêche, plumes de Lozère, permet à des pêcheurs de monter des mouches exactement comme ils le désirent, étant donné la qualité des plumes. Qu'est-ce que c'est comme race de coq? C'est ce qu'on appelle un coq de pêche, quoi. Tu vois, mais c'est une race qui n'est pas fixée. Tu vois, c'est que tu arrives à avoir des gris clairs, des gris foncés. C'est des mutants, hein, on appelle. Hein, y a pas tu vois, on n'arrive pas à fixer la race. Mais c'est pas plus mal, hein. Ça permet d'avoir des plumes différentes. Oui, puisqu'il faut en faire beaucoup. Et il faut faire le plus de poussins possible, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, hein, comme c'est pas fixé, vraiment. Alors en plus, une fois que tu as les coqs, ou ils font pas. Ceux qui font pas, ils sont très bons à manger, par contre, hein. Ils sont très bons à manger. Ah, ça, tu vois, là, il est magnifique, tu vois, ce coq-là.
Allez. Et les plus beaux coqs de pêche, ils sont où? Ben, les plus beaux coqs de pêche, ils sont partout. Tu vois, parce que tu peux... Même il y a des fois des fermes, on sait pas pourquoi, tu vas voir un coq magnifique. Et d'où il est sorti, personne ne le sait. Personne ne le sait. Parce que les plus beaux, il n'y a pas de... Du moment, bon, les Corésiens, ils vont te dire, c'est nous qui avons les plus beaux. Hein, tout le monde va te dire que c'est les plus beaux. C'est pas... C'est pas vrai, il n'y a aucun département qui a le privilège d'avoir les plus beaux coqs. Hein. Et celui-là est beau quand même, hein? Ah bah oui, bien sûr. C'est beaucoup une question de terrain. Hein. Il faut reconnaître que tu auras des terrains où ça ne fera jamais. Alors je commence par le collet. Tu vois, c'est en haut là pour faire les petites mouches. Elle est belle, hein? Ah ouais, magnifique. Ouais. Alors après, tu vois, t'es un peu plus grand pour faire les mouches un peu plus grosses. Ah ouais, alors ça c'est pour les mouches un peu plus grosses. Voilà, Allez, on va se barrer, hein. Alors attends. Et maintenant, tu vois, là. Voilà. Alors ça c'est de nouveau pour les mouches encore plus grosses. Oui, voilà. Ils servent toujours pour la truite. Oui, ah oui. Enfin, ça peut servir pour le poisson blanc aussi, hein. Ah bon? Oui, bien sûr. Après, tu as les pelles de dos, là, pour faire les mouches noyées. Voilà, ça sert surtout à faire les mouches noyées, tu vois. Les mouches noyées, les nymphes. Alors après, tu as les lancettes, tu vois, qui sont à côté des pelles de dos. Voilà. Et leur utilité? Ben, leur utilité, pareil, ou les mouches noyées, ou les cercles, beaucoup, tu vois, la queue des mouches. Et après, tu as les plus grandes, c'est les lances. Alors là, tu vois, celle-là. Là, en principe, c'est les plumes qui brillent souvent le plus. Et ça pareil, ça peut servir en mouche noyée, mais c'est surtout pour faire les cercles, tu vois. C'est surtout pour faire les cercles. Ah ben moi, là, je ne pêche qu'avec des soies numéro 6. C'est ni gros, ni fin, mais enfin, comme là maintenant, c'est devenu un peu la mode de pêcher avec des soies très fines, tu vois, seulement, bon, c'est sûr que s'il y a du vent, ils ne pêchent pas, ils rentrent à la maison, les gars. Hein. Tu vois, c'est... Mais enfin, c'est les trucs modernes, on ne peut pas aller contre, hein. Merde! Oh, c'était toi, j'ai fait rétro-sec cassé. Il a vu que j'avais une bonne mouche. T'as cassé tout. au ferrage? Ouais, au ferrage. Puis je te dis qu'elle est belle, hein. Jean-Louis, tu sais ce qu'il me dit, Philippe? Ouais. Il dit il est incapable de m'expliquer ce que c'est que le sens de l'eau. Ouais. Et t'as vu comment il a fait exprès pour me déconcentrer? Il dit que c'est inné le sens de l'eau, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est inné le sens de l'eau? Mais s'il n'avait pas connu, il n'aurait jamais pris un... Parce que celui-là, il n'était pas doué, tu vois. Tu sais qu'il a fallu que je gueule, hein, pour qu'il comprenne un peu où était le poisson. Jean-Louis, Et tu sais qu'elle était belle, celle-là? Tu vois? Là, il n'y avait pas besoin de tirer... Mais je vais te dire une chose, il y a longtemps que je ne me suis pas fait casser. Hein. Ça fait un moment. Au ferrage, oh, parce qu'on discute. Hein. Voilà. Enfin, tu vois, il commence à sentir le sens de l'eau. Ça fait 15 ans hein, qu'il a pris sa première leçon. Alors, ça a été long quand même. c'est inné le sens de l'eau ou c'est pas inné? Non, le sens de l'eau, c'est bidon complet. On ne naît pas avec le sens de l'eau, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pour ça que je te dis que, comme avec Philippe, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'il y en a qui disent t'as le sens de l'eau ou tu ne l'as pas. Non, c'est pas vrai, ça s'apprend. Mais c'est plus facile à apprendre avec un paysan qui a toujours eu un grand-père ou un arrière-grand-père braconnier qu'avec un Parisien, tu comprends, ou qu'avec un gars de Thiers là-bas. Ils comprennent pas grand-chose, tu comprends. C'est ça le sens de l'eau. C'est de sentir, quand il n'y a plus de poisson dehors, c'est de sentir où il peut y avoir un beau poisson, une belle truite. Ça a fait sourire Philippe. Il n'est pas gentil. Et je me rappellerai où elle est, hein.
Jean-Louis Poirot, ce merveilleux pêcheur, qui dira le contraire, peut lui aussi tomber dans des moments creux. La preuve. Ah, c'était une place pour une grosse truite, hein. Alors, je l'aurais peut-être pas eu, hein, elle aurait peut-être, serait peut-être partie sous sa racine. Il y en a une autre magnifique derrière le tronc d'arbre, là. Ah. Elle a gobé, là, je l'ai vue. Bon, il doit y en avoir d'autres avant d'arriver là-bas. Elle devrait monter, celle-là, je comprends pas. Elle est en plein dessus, là. Ou alors elle est passée devant, ou alors... Mais elle était devant ou derrière, là? Non, elle était juste derrière là où tu es. Là où je suis? Ah. Bah, attends, j'ai pas lancé encore là-bas. Là, maintenant, on va les voir. S'il y en a une, on la verra moucher. Ce qui est étonnant, c'est que c'est tous des gobages méchants. Hein. Hein? Ça monte hyper méchant. Je vais essayer d'en faire une dans le... C'est pas croyable qu'on n'en prenne pas, là. Ah non, non, mais elles sont pas dehors, regarde, il n'y a pas un gobage, il n'y a rien. Faut pas qu'on se plaigne. Elle est peut-être arrivé un peu tard, peut-être. Ou alors elles attendent la flotte, tu commences, c'est orageux. Je pense plutôt à ça. Et ça, c'est pas bon, hein, quand elles Ça attendent se l'eau. fait que ça mord pas, Philippe? Là, je pense qu'elles attendent l'eau, tu vois, parce Ouais, que c'est elles attendent orageux. l'orage, tu vois, c'est orageux. Tout à l'heure, ça l'était moins, et là, c'est devenu plus orageux, et d'un seul coup, il n'y a plus aucune activité sur l'eau. Comme si la rivière était morte, tu vois. Allons chez Jean-Louis pour l'admirer monter une de ses mouches préférées. Je vais te faire une éphémère, mais c'est-à-dire une mouche de mai, c'est la plus grosse éphémère. Parce que, tu vois, sur ces mouches où il y a des cercles, c'est ce qui fait toute la mouche. Tu vois, parce que si c'est pas bien équilibré, bon, je vais mettre... Je fixe mon raffia et je fixe un fil noir pour le cercler. Ça a beaucoup évolué, les mouches. Moi, c'est toujours les mêmes. Les jeunes font plus les mêmes mouches, tu vois, que les vieux, quoi. Maintenant, il y a beaucoup d'émergentes, il y a beaucoup de nouvelles mouches, de cul de canard, tu vois, des mouches qui sont plus faciles à faire, quand même. Je cercle avec le fil noir, ça c'est pour faire joli, mais en même temps, ça tient bien la mouche plus solide. Toujours la mouche de mai, ça. Hein. Oui. Je prends 2 plumes du coq qu'on a plumé tout à l'heure. Et ça va servir à quoi, ces plumes-là? Et là maintenant, ben, ça va nous servir à faire la mouche avec laquelle on va pêcher tout à l'heure. J'en ai pas besoin de temps. Les jeunes, ils ont trouvé la solution. Ils ne s'embêtent pas à faire des mouches un peu compliquées et tout. Ils font des mouches d'ensemble, des mouches que tout le monde peut faire, hein, malgré tout. Seulement, c'est pas prouvé qu'elles marchent mieux que les mouches anciennes, que les mouches, si tu veux, qu'une mouche normale. Ouais, tu vois, avec une plume, j'aurais eu presque assez, avec une plume, enfin.
Voilà, j'enroule la deuxième plume. Avec une mouche de mai comme ça, tu peux prendre 20-30 truites. Là, ce qu'il faut, par contre, c'est bien la nettoyer à chaque fois pour qu'elle soit toujours belle, quoi. Qu'on ait l'impression qu'elle est neuve. Voilà. C'est vraiment beau à voir, c'est de l'art. Ouais, voilà. Tu sais que tu es un artiste? Ben, on me le dit, mais j'ai beaucoup de lettres et ça me fait toujours plaisir d'ailleurs. Tu vois, quand on m'écrit que je fais des belles mouches, j'étais content. J'ai toutes gardées. Hein. Voilà. Alors attends, je vais couper tout ce qui est en trop. Voilà, une goutte de vernis sur la tête. Voilà. Et je vais en mettre un peu sur le corps, tu vois, pour qu'il soit plus solide. Ouais, le corps est en raffia, lui. Oui, Qu'est-ce que c'est comme colle? c'est du vernis. Ah ouais, d'accord. Qui résiste à l'eau, bien sûr. Voilà, oui. Faut combien d'années pour réussir des mouches aussi belles? Voilà. Oh, il faut en faire 10 000. Puis après, ça va tout seul. Il faut en faire 10 000 seulement. Quand t'en as fait 10 000, tu sais les faire après. Hein. C'est comme tout. Voilà, alors là, tu vois, là, elle est venue pondre. Voilà. Voilà, là, elle va pondre et elle va mourir. Pour les nouveaux pêcheurs à la mouche, il existe dans le commerce des mallettes contenant une vidéo et tout le matériel nécessaire qui leur permettront de s'initier seuls au montage des mouches artificielles. Là, tu vois, là, j'avais vu un beau gobage tout à l'heure d'en bas, mais je l'ai vu qu'une fois. Hein. Pareil. C'est magnifique comme tout, là. Allez, viens par ici et lance-moi là-bas à la bordure, là, devant ton arbre. Là. C'est joli, là. Ben, ouais, Là, viens vers le milieu. Viens vers le milieu et lance-moi là-bas. Je suis vrillé un peu. Attention à tes oreilles. Oui, vas-y, vas-y. Là, passer mieux. Voilà, là, elle est belle, là. Voilà, c'est bon. Allez, lance devant le caillou. Maintenant, on poste là-bas. Là, il n'y aura rien, il n'y a rien. Elles ne sont pas dehors en temps normal, il y a une truite, là. Voilà. Tu lanceras au poste, là-bas, devant. Ouais, ouais. Là, je veux tout ratisser, là. Oh, putain de Dieu. Je l'ai raté. Alors, tu profites. Je ne regarde pas pendant 30 secondes. Il en profite pour faire des conneries. Non, mais tu as vu, tu es témoin. Il a vu que j'allais là-bas, tu vois. Allez, il en profite. J'avais dit qu'il y en avait une devant le poste. Ah non, mais je n'ai pas pris devant le poste, justement. Oui, Elle allez, était belle, allez. celle-là. Hein. Allez. Ah, c'est celles qu'on rate qui sont toujours les plus belles. Elle a bien mouché, quand même. Elle n'a pas mouché. Enfin, je veux dire, elle a gobé, je veux dire. Ouais. Elle est venue voir la mouche, en tous les cas. Presque en surface, mais elle était pas assez... Si, non, elle est là, ma mouche. Là, parce que j'en perds jamais deux au ferrage de suite. Hein. Attends, oh, elle est là, dans la branche, là. Oui, mais attends. Oh là, elle est belle, là, celle-là. Superbe fario prise en direct, avec la mouche préférée de Jean-Louis.
Je pêche quand à 80% en revers. Tu vois, c'est ma façon de pêcher, c'est tout. Hein. Il y en a qui ne pêchent pas du tout en revers, qui ne savent pas pêcher en revers. Hein, c'est comme quand je donne des leçons, quand j'apprends à lancer, j'apprends en revers. Tu vois, comme c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à pêcher en revers qu'en coup droit. Mais le gars qui n'a jamais pêché, il ne sait pas que c'est plus dur en revers, lui. Quand je lui apprends, et ça diminue la longueur de la canne. Et on est quand même, et c'est vrai qu'on est plus précis. On est plus précis en pêchant en revers. Mais après, c'est parce que j'ai un petit badeline, j'ai une petite canne, j'ai un petit badeline, j'ai une soie lourde. Tout ça, ça aide pour la précision. Moi, ma pêche, elle est basée que sur la précision. On ferre, c'est un coup de poignet, c'est juste pour rentrer l'hameçon. Si on ferre avec le bras, 9 fois sur 10, on est sûr de casser. Hein. Alors quand tu es dans la lune, quand tu es en train de discuter, comme hier et tout, tu arrives à casser. Et j'ai cassé parce que, sur un ferrage, et avec une truite qui était violente, donc je pense que c'était déjà une rupture d'amorce, et ça fait la deuxième casse. En principe, les casses traditionnelles, c'est quand tu tapes contre une branche, là, tu risques de la casser. Bon, là, il y a un défaut, c'est clair. Oh là, qu'il n'y ait pas une truite là-dedans, c'est pas possible. Pas possible, c'est pas possible. Là, alors là, regarde-moi ça. Là, déjà, ce poste-là, regarde, il est magnifique, 0. Oh putain que c'est beau, là, les mouches de mai. Il y a la mouche de Regarde ce mai. qui tombe sur l'eau. Là, il y a la mouche de mai, dedans, en plus. Tu vois le paquet de mouches qu'il y a, et il n'y a pas un Oui. gobage. Mais il n'y en a pas beaucoup sur l'eau. Je fais pour de bon. Voilà. C'est petit. Tu vas voir. Avec là-bas, il peut y avoir un beau poisson là-bas. Oui. Je te l'ai dit qu'il y aurait une truite là-bas. Ça, j'aurais parié 1 million. Mais non, t'as vu, elle cut dessus. Elle n'est pas montée. Tu fais trop vite, t'es à 1 mètre de la truite. Laisse-la prendre. T'es tout près. Là, je suis sûr que t'as ferré trop vite, hein, je l'ai regardé, ta mouche. J'étais sûr que ça allait monter. Là, il faut qu'il y ait une truite là-bas et là-bas. Tu l'as enlevé de la gueule. Mais en principe, tu l'as pas piqué, hein. Recommence comme il faut, tu verras. Non, bon, t'es sous la canne, il faut ferrer. Tu fais trop vite. Surtout à la mouche de mai. Méfie-toi, là, tu vas voir, elle devrait remonter, hein. Ah, elle est belle, là. Allez, recommence. Ah, la garce. Ah, elles sont pas... Oui, à temps normal, elle remonterait, tu vois. Ça remonte pas, c'était pas une grosse. Ouais. Oh, ça fait la deuxième que je prends petite.
Toutes proches, là, il y avait 2 belles farios en poste. Et c'est assez rare. L'une va pousser l'autre et mordre. C'est la plus grosse de la saison pour Jean-Louis. Quant à Philippe, il est complètement découragé. C'est aussi les hasards de la pêche, la chance. On la remet à l'eau, mais elle n'est plus très valeureuse. Ça y est. La mouche, c'est quand même la plus belle pêche, quoi. C'est la mouche la plus pratiquée. Maintenant, à 80%, les gars, ils pêchent à la mouche, hein. Surtout ça, c'est une très bonne rivière à la mouche, que ça soit noyée ou sèche. Tu vois, elle est variée. T'as des courants, t'as des plaines, t'as des demi-plaines. Pour la mouche, c'est l'idéal, quoi. Tu peux pas trouver plus beau. Tu vois, c'est un peu comme le Lot en bas, c'est pareil, hein. C'est vraiment des rivières types pour la mouche. Il y a des postes partout, parce que quand la truite ne mord pas, quand il n'y a pas d'éclosion, tu les cherches, tu commences sous les branches, devant les cailloux, entre 2 cailloux, tu cherches où peut être la truite, quoi. T'as vu, tu finis toujours par en trouver, hein. Ce qu'il y a, c'est que ceux qui ne pêchent pas la mouche, comme je te disais, ils pêchent au toc. C'est la pêche au toc. Et alors là, j'ai trouvé des petits hannetons, là, tu vois, c'est la barbarotte, ça s'appelle. Et en principe, c'est bon, hein. Dans le temps, ils pêchaient qu'à ça. Avec sa main, tu tiens le fil, là. Voilà, je tiens le fil, et si jamais il y a une touche, tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça le toc. Là, tu vois, là, voilà. Le fil est toujours tendu, tu vois, que si jamais j'ai une touche... En fait, le toc a c'est une signification par rapport à la main qui tient le fil. Voilà, c'est tout, toc, toc, toc. Parce que c'est la pêche, si tu veux, c'est la pêche qui peut se pratiquer avec le moins de matériel. Hein, tu vois, avec un bout de bois, hein, avec une canne à 40 sous, tu as juste un bout de fil. Là, il y a un moulinet, mais il ne sert à rien du tout. Hein, c'est la pêche qui peut se pratiquer, tu vois. Là, c'est vraiment la pêche rustique, quoi. Là, maintenant, elle est sophistiquée, avec des cannes anglaises, avec des moulinets. Mais en grande rivière, c'est pas pareil. Tandis que ça, c'est une pêche de petite rivière, de ruisseau. Et qu'est-ce que tu as mis au bout, là? Une plume de canard, tu vois, pour savoir où est mon fil. Ah ouais. Pour voir mon fil, c'est un guide fil, quoi. Hop là. Là. Et au bout de 40 ans que tu pêches à la mouche, tu commences à voir à peu près les mouches qu'il faut. Hein. T'es bien accroché. Tu vois, mais t'as vu, c'est comme... Quand c'est la mouche de mai, par exemple, c'est pas difficile. Hein, tu les vois sur l'eau, tu mets la mouche de mai, c'est tout. C'est pas... S'il y avait des aiguilles de nurilé, tu mets une aiguille de nurilé. Si tu avais des olives, s'il y a des sedges, tu mets des sedges, tu mets un sedge. Tu vois, c'est tout. Là. On les voit sur l'eau, les mouches, c'est pas compliqué. Hein. Quand il y a trop de mouches de mai, elles ont plus faim, alors elles ne mordent pas. Ah, ça arrive. Ça arrive, mais pas le premier jour. Tu vois, des fois, si ça dure 8 jours, par exemple, que vraiment qu'il y ait des grosses éclosions, elles finissent par être gavées. C'est comme au ver. Tu sais, quand tu pêches au ver, par exemple, si l'eau elle monte sur un orage, il y a beaucoup de vers qui se retrouvent dans la rivière, les vers de berge. Et pareil, au bout de 2-3 jours, quand ça redescend, quand l'eau redescend, les truites sont gavées, elles ont plus faim, tu comprends, pendant 2-3 jours. Et à la mouche, c'est pareil. Ça, c'est pour pouvoir visionner mon fil comme il faut, tu vois, pour savoir où il est, parce que dans cette pêche-là, c'est
c'est à l'arrêt du fil. Tu vois, lorsque tu as une touche, hier c'était le toc-toc, là c'est à l'arrêt du fil. Alors, je serre mes 2 nœuds là, voilà. Je la mets pas trop grande la plume, parce que s'il y a du vent, ça me tire le... Voilà, ça suffit. C'est juste pour savoir où est mon fil. On va aller chercher les verres d'eau ou les grattes, hein. Voilà, alors là, attends, je te... Voilà. Tu vois, ça, c'est les futures mouches, ça, là. Il y a un escargot d'eau et il y a les verres d'eau. Tu vois, les verres d'eau, voilà. C'est avec ça que je vais pêcher, là, pour le moment. Tu vois, quand j'enlève de son étui, voilà. Voilà, je vais pêcher avec ça. Celui-là, c'est encore, tu vois, c'est encore autre chose. Il y a celui-là. Et tout ça, ça fait des mouches différentes, hein, des sedges différents. Tout ça, c'est des sedges. Voilà, tu vois, ceux-là sont beaucoup plus gros. Voilà, voilà, tu vois, je l'ai cassé. Voilà. Voilà, regarde, tu vois, il est beaucoup plus gros. Voilà, tu vois la différence? Tu vois la différence? Un goujon. Enfin, on prend quelque chose, quoi. Il faut un truc là-dedans, hein, c'est pas possible, ça. Des heures qui sont bonnes et d'autres qui sont pas bonnes. À quoi tu vois ça alors? Ah ben tu le vois tout de suite, hein, c'est quand... c'est, en principe, c'est bon, comment je te dirais, moi, mettons de midi à 5 heures. Tu vois, plus tu avances vers l'été, plus c'est bon de bonne heure. Après, au mois d'août, il faut pêcher de 9h à 1h, à peu près. Tu vois. Après, tu peux aller à la pétanque, il n'y a pas de problème. Jean-Louis Poirot attrape des vairons pour ensuite pêcher au vairon casqué. C'est surtout une pêche de courant, le long des herbiers ou des pierres, pour capturer de belles truites. Il faut ferrer sèchement et amener rapidement le poisson sur les graviers. Il est beau, là. Il y en a encore un? J'attrape un verron, je vais le tuer. Ouais, tu vois, je mets le... Ça, c'est pour le tenir. D'accord. Pour pas qu'il se sauve. Hein. Pour maintenir le casque. Quoi. Voilà, oui, c'est pour tenir le poisson dans le casque. Voilà, je fixe mes 2 hameçons, un de chaque côté. Vous remarquerez que le vairon casqué est armé de 2 hameçons triples. C'est, semble-t-il, la meilleure méthode. Voilà. Allez.
Tu vois, je lance à la bordure là-bas parce que il peut y avoir une truite, tu vois, en bordure de cailloux, ou à la bordure là-bas sous le caillou. Alors elle va suivre le verron. Et souvent, elles prennent à la fin, tu vois, quand tu reviens, quand tu es à la fin. Alors qu'en fait, elle est partie, elle suit depuis l'autre côté de la rivière. N'hésitez pas à bien manier le verron de façon à le rendre attractif pour la truite. T'as vu que c'est meurtrier, t'as vu les grosses truites qu'on prend. Tu prends pas les... C'est les géniteurs, ça qu'on prend. Là encore, tu vois, j'ai pêché au début en lançant, parce que bon, c'est quand même... Il y a quand même un petit coup de main à prendre pour la précision et tout. Mais après, quand je pêche, comme quand je suis remonté, là, que j'ai fait toute la berge, n'importe qui peut faire ça. Un gamin de 5 ans, il va pêcher comme ça. Et c'est là que tu prends le plus de truites. Tu vois, tu peux pas en rater une, tu peux pas t'accrocher, tu perds pas de verron, tu perds pas... T'as même pas besoin de mouliner. Tu prends juste une canne, mais à 40 sous. Tu prends une canne à 40 sous, et allez, tu prends un fil de la longueur de la canne, tu vois, et tu pêches, tu fais tous les postes, tous les petits coups, tu vois, c'est meurtrier. Il y a pas, moment tu vas aller chercher, tu vois bien, tu comprends, s'il y a un caillou, la truite, elle est sous le caillou. Quand tu lances le verron, elle ne le voit pas forcément. Tandis que là, quand tu tournes autour du caillou avec ton verron, là, tu vois que ça l'énerve, ça la fait sortir, boum. Jean-Louis Poirot? Oui, c'est lui, Jean-Louis Poirot, oui. C'est un champion. C'est surtout qu'on sort les géniteurs. De truites sauvages dans notre région, en Lozère, je t'assure, il n'y a plus beaucoup de truites sauvages. Ouais, alors les peu qui nous restent, on les sort au verron. C'est pour ça que c'est une pêche qu'il faudrait interdire. Quand tu vas à l'étranger, quand tu vas partout où il y a des belles pêches, où il y a beaucoup de poissons, le verron est interdit. Et pour terminer, Jean-Louis emmène son fils Paul pêcher avec lui. On murmure que le fils sera aussi fin pêcheur que le père. La relève est assurée. Mais attention, Jean-Louis a un cœur de 20 ans. Oh Paul, viens là. Allez, viens essayer là. Fais-moi tout ce coin. Voilà. Ouais, c'est bon. Oui. Tu vois, tu lances là-bas, à peu près, voilà. Là, c'est bien. Voilà, et tu baisses ta canne, et tu tends ton fil. Tu t'avances un tout petit peu, 1 mètre, et tu recommences. Fais gaffe, hein. Et continue comme ça, là. Et balance bien là-bas, en bordure, parce que... Voilà, là. Baisse bien ta canne, la pointe de la canne, voilà. Et t'as vu, c'est une des rares rivières où il y a encore beaucoup de mouches de mai. Tu vois, c'est parce que les mouches de mai, ça se fait de plus en plus rare, hein, quand même. Hein. Il y a la pollution, les engrais, tu vois bien, il reste encore du poisson. C'est encore des rivières qui sont relativement saines. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Elles sont plus comme il y a 20 ou 30 ans, mais c'est encore des belles rivières. Le plus grand d'entre tous à l'ultra-léger, c'est incontestablement Daniel Taboury. Un creusois, un vrai dur et pur au cœur tendre.
Un talent incontesté et incontestable pour vous trouver une truite là où personne n'en prendrait. Ce surdoué de l'ultra-léger nous emmène aujourd'hui sur des rivières et ruisseaux comme le Torion, vers Pontarion. Souvent ici, les bonnes journées de pêche se font à l'issue de petits orages qui gonflent légèrement les eaux. Alors les truites aiment se gaver de larves arrachées aux berges par les courants. Change de cuillère. Et pourquoi? Parce qu'elle ne convient pas. Ah bon? Elle est un peu lourde, même s'il y a de l'eau. Et à partir de là, comme il y a pas mal d'algues, j'accroche assez souvent. Il faut que je prenne plus léger, plus foncé. Soit une Black Fury. Je suis un peu hésitant. Je peux essayer carrément une noire. Coccinelle, je sais pas. Je vais essayer une coccinelle, tiens. Combien ça peut peser une cuillère comme ça? 1 gramme, un petit peu plus, à peine. Plus. C'est vraiment de l'ultra léger, alors, hein? Ah oui. On peut descendre un tout petit peu en dessous, aller jusqu'à 0,80 g avec des leurres tournants, mais on ne peut pas descendre en dessous. Avec d'autres leurres, on peut avoir des poids peut-être légèrement inférieurs. Je crois que la limite extrême, elle est à 0,70 g. Et la canne, c'est une canne comment? Tout à fait normale ou particulière? Ah non, la canne est une canne tout à fait spécifique. Spécifique par sa longueur, spécifique par sa puissance, puisqu'elle est faite pour propulser justement des poids qui n'excèdent pas au fond 2 grammes, 2 grammes et demi. C'est une canne qui ne pourrait pas lancer, par exemple, des cuillères traditionnelles, numéro 1, numéro 2. On fatiguerait, on casserait dans la canne, enfin il n'y aurait aucun intérêt. Hein. C'est un peu toi l'inventeur de la mise au point de ces cannes, en fait. Il y a beaucoup de cannes pour l'ultra-léger sur le marché, mais qui sont plus ou moins bien adaptées. Alors un jour, je me suis dit, il faut réfléchir à proposer une canne qui soit celle qui me convient, puisque je l'utilise depuis des années de façon un petit peu artisanale, avec mon ami Boileau. Et à partir de là, il y a un fabricant qui s'est intéressé au prototype. Le moulinet, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci? Ça, c'est un bon moulinet, on ne le trouve plus d'ailleurs dans le commerce. Les bons moulinets pour l'ultra-léger, il n'y en a pas des quantités, dans la mesure où ils sont toujours trop petits au niveau de la bobine, si bien que, ils accélèrent, bien entendu, le processus de vrillage dont on parlait, d'une part, et puis d'autre part, bien souvent, ils ont des récupérations qui sont inférieures à 0,70 par tour de manivelle, et je crois qu'on ne peut pas descendre en dessous. Il faut au minimum un moulinet qui récupère 0,70, voire 0,80 par tour de manivelle. 0,70, 0,80, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'à chaque fois que la manivelle fait un tour complet, eh bien, la cuillère a parcouru une distance égale à 0,70, 0,80, tout dépend de la vitesse de récupération. Tout dépend aussi, bien entendu, de la quantité de nylon que l'on a mis sur la bobine. Hein? Ce que l'on voit quelquefois, c'est un foisonnement du nylon, parce qu'on a mis trop de nylon. Alors trop, ça va pas assez, ça va pas du tout. C'est bien dosé, ça. Je crois qu'il vaut mieux acheter une bobine de 100 mètres et dire je vais mettre 50 mètres de nylon, c'est largement suffisant si mon backing a été bien conçu. Et puis quand ces 50 mètres sont usés au bout de quelques heures, au fond, de pêche active, alors là, on reprend les 50 mètres et on fait l'opération inverse, on enlève le nylon usagé et on met les 50 mètres neufs derrière. Alors backing, c'est un mot anglais, tu le traduis comment? Backing, c'est pas une réserve de fil, c'est simplement une sorte de bourrage que l'on peut faire avec du nylon, du gros nylon, ou avec de la laine, ou avec d'autres procédés. Il existe d'ailleurs des concepteurs de moulinets qui ont prévu des bobines avec des gorges très peu profondes qui permettent d'éviter justement un backing souvent fastidieux.
il y a quelque chose qui est essentiel, c'est qu'il faut des cannes qui soient d'action très rapide, très nerveuse, une action de pointe. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas parler de canne pour l'ultra léger avec des queues de vache. Tiens, en voilà une. Ah, c'est petit. C'est tout petit. Viens, petite, viens. Viens. Ah, vivement la fermeture pour toi, tu vas être tranquille. La truite n'aime pas ce qui brille. La perche, si, par exemple. La truite aime plutôt ce qui se confond avec le milieu dans lequel elle est, mais pas complètement, puisque je crois que, c'est mon idée, elle chasse l'intrus. Quelque chose qui pénètre dans son champ de vision ou dans son territoire, elle va répondre par agressivité. En revanche, je crois qu'avec des imitations qui sont assez précises d'alevins ou de larves, il peut y avoir dans l'esprit de la truite une confusion. Mais ça, qui le sait vraiment, hein. En tout cas, si elle attaque, c'est bien qu'il y a eu là, probablement, une appréhension de quelque chose qui peut être comestible. Viens. Viens là. Viens là. Viens là. Ah, mais tu n'as pas de mal. Allez, ma belle. Super. Jolie petite truite du plateau. Ouais, belle. Hein. Juste sur le bout de la gueule. Voilà. Ciao. Toujours se méfier des herbes. On ne les voit pas à distance. D'où l'intérêt de la canne longue. C'est-à-dire ? Pour le lancer sous la main. Et surtout, bien sûr, en la circonstance, pour maîtriser la course du leurre en relevant la canne. On peut mieux diriger avec une canne de 2 mètres qu'avec une canne de 1,10 m. C'est évident. Elle n'y est peut-être pas. Ou du moins, elle n'est pas en appétit. Si. Oh, elle est belle. Ah, merde. Superbe. Bravo. Tu l'as eu, toi, là-haut. Et t'as eu le décrochage. C'est bien aussi, ça. Mais comment ça se fait qu'elle se décroche comme ça ? Bah, elles sont d'une agressivité qui est quelquefois très fluctuante, d'une part. Puis on a affaire à des petits leurres avec une attaque bien souvent qui se fait au moment où le leurre rentre dans l'eau. Donc elle s'accroche ou elle s'accroche pas, hein, plus ou moins. Hein, parce que la canne, comme le fil, sont tendus. Donc c'est presque de l'autoferrage. Hein. Bah, c'est comme à la chasse, hein, tu tires, bien heureusement, t'es jamais assuré que ton gibier va tomber, tant mieux. Plus à droite, peut-être? Non. Alors à gauche. Ça fait combien de temps que tu pratiques l'ultra léger ? Allez, on va dire 25, entre 25 et 30 ans. J'ai commencé, quand j'ai vraiment commencé à aimer la pêche, autour de 18-20. Dans l'ultra léger, qu'est-ce qui vous plaît aussi ? Crapahuter. C'est-à-dire faire des kilomètres, marcher, découvrir des paysages, surprendre des poissons, bien sûr, mais surprendre aussi un chevreuil ou un autre animal, comme une loutre, par exemple, ça arrive quelquefois, ou un simple martin pêcheur, ou un râle d'eau, ou un merle, ou un cingle. Bref, avoir de l'espace et marcher, vagabonder. Daniel Taboury, le lendemain, s'attaque à des ruisseaux sous couvert boisé. Il se déplace dans un paysage impressionniste. C'est beau la Creuse. D'autant plus lorsque le poisson mord, calé derrière le calme relatif d'un rocher ou d'un arbre couché. Et qu'on va voir un peu plus d'ombre sur l'eau,
On devrait voir du poisson. Là, il y a trop de lumière encore. Trop de soleil. Tu les approches très difficilement parce qu'il y a très peu d'eau. Et le moindre élément les met en alerte. Elle est belle. Dans ce biotope, les truites ne sont pas très grosses. Mais au lieu de toutes les relâcher, essayez d'en déguster une ou deux et comparez avec les truites du commerce. Vous voyez, vous aviez oublié le vrai goût d'une vraie truite. Délicieuse, sublime. Prends dans le fil tout ce que tu vas y gagner. Là. Là, voilà. Il y en a une, hein. C'est petit. Allez, viens. On s'est aperçu au cours de nos tournages qu'il n'était pas rare de trouver deux truites très proches l'une de l'autre. Simple constatation de cinéaste, comme dirait si bien Taboury. Pourtant, les ardillons ne sont pas affûtés. Allez. Enfin, c'est nettement plus technique que la pêche en petite rivière ou en rivière. Là, ça se joue au centimètre près, quand tu tombes, quand tu lances le leurre. Il faut une canne très rapide. Peut-être encore un petit peu trop de soleil. C'est une pêche tout à fait différente en fait là. Non. C'est la même technique de balancer sous la main, mais on est contraint par la végétation, par la configuration du cours d'eau beaucoup plus étroit, à être encore plus rigoureux dans le geste, dans la recherche de la précision. La canne est la même. On peut prendre une canne un petit peu plus courte, 1m80, 1m85. Mais bon, une canne comme celle que j'utilise quelquefois, 1m90, 1m95, voire 2m10, pourrait convenir. Mais je préconise plutôt une canne un peu plus courte, 1m80, 1m85. Qu'est-ce que c'est comme cuillère? C'est une double zéro, longue, cuillère qui fait un petit peu plus d'1 gramme. Une cuillère qui a une excellente rotation, qui rentre tout de suite dans l'eau en tournant. Alors on peut monter 2 sauterelles sur un hameçon adapté tête-bêche, mais l'idéal, je crois que c'est de monter une seule et unique sauterelle sur un seul hameçon. Alors au lieu de mettre par exemple ta petite cuillère sur ta canne, tu mets la sauterelle. Alors effectivement, tu peux pêcher avec des petits leurres métalliques, tu peux pêcher avec des insectes naturels comme celui-ci, et puis tu peux encore pêcher avec toute une série de leurres à plumes, des mouches plombées, des streamers. Comment tu vois un poste favorable? C'est en fonction des saisons, hein. En début de saison, c'est surtout contre les rives, où il y a un minimum de courant. À cette époque de l'année, c'est plus variable. Je dirais que c'est là où l'eau est peut-être la plus oxygénée.
Ce serait pas forcément derrière une pierre, calme, etc. quoi. Ce sont des coups classiques, mais les coups classiques sont pêchés par tout le monde. Le poisson est plus accoutumé à être taquiné, donc il faut chercher les coups plus difficiles, où souvent les poissons s'abritent quand ils ont été dérangés trop souvent. C'est valable pour toutes les techniques. Pourquoi il y a des pêcheurs qui sont meilleurs que d'autres? L'instinct. Quelqu'un a dit c'est inné. En partie. La technique, le travail, c'est important. Mais bon, il y a des gens qui sont plus doués pour faire de la bicyclette que d'autres, pour grimper aux arbres. Plus on pêche, plus on a le sens de l'eau, ça c'est certain. Il y a des gens qui pourront pêcher toute leur vie qui ne l'auront jamais. Celui qui est né au bord d'un ruisseau et qui observe, qui apprend à lire le cours d'eau tout petit, qui en connaît l'alphabet au fond, celui-là a plus de chances de devenir plus tard un bon pêcheur. Être un bon pêcheur, ce n'est pas simplement prendre du poisson, c'est aussi respecter, défendre la nature. Elle a la cuillère plantée sur le dessus du crâne. Ça vient qu'elle a réagi par agressivité. C'est un truc qui passait dans son cône de vision. Elle a essayé de se jeter dessus pour le chasser. Et puis finalement, comme il y a un hameçon triple, même si j'écrase un petit peu les ardillons pour pas trop blesser, eh ben c'est un tru, elle l'a chassé d'un coup de tête, si je puis dire. Tiens. Quand elles sont dehors, si on tape le bon poste, je veux dire, on aurait vite atteint le quota, hein. Le quota, par exemple ici, si on veut garder du poisson, bien sûr, c'est 6 poissons par jour et par pêcheur. Un seul tripe pas affûté, on les blesse pas. Hein. Belle robe, bien jaune, bien pointillée, de rouge. Hop, elle veut revenir à l'eau. Hein. Elle a raison, hein. Elle y est mieux. On te retrouvera au mois de mars, t'auras peut-être pris 2-3 cm, mais t'auras maigri. Oui, vous êtes un fanatique de l'ultra léger, mais vous aimez aussi beaucoup pêcher à la mouche. Quand est-ce que vous décidez de dire, tiens, je vais pêcher à la mouche ou à l'ultra léger? Je crois que les deux techniques, effectivement, sont complémentaires, d'une part, et d'autre part, bon, en début de saison, à l'ouverture, j'ai du plaisir à pêcher à l'ultra léger. Au mois de mai-juin, j'ai sûrement plus de plaisir à pêcher à la mouche parce que j'aime bien les truites qui se manifestent en surface avec des gobages, etc. Et l'été, par les eaux basses, souvent, je retrouve ma passion pour l'ultra léger. Enfin, votre grande discipline, c'est l'ultra léger, votre spécialité. Bah, c'est celle qui m'a fait, entre guillemets, un petit peu connaître, ouais, mais c'est celle aussi que j'aime, c'est sûr. Mais je crois que je ne veux pas dissocier les deux. J'aime bien aussi la pêche au toc, par exemple. C'est une autre technique très fine et très tactile. Éclabousse-moi, tiens, je te dirai rien. Et tu vois, toujours prise sur le bout de la gueule. Et cet hameçon, il est facile à enlever, surtout si on a écrasé un tout petit peu les ardillons. Hein. Moi, je trouve que l'hameçon simple est beaucoup plus meurtrier. Tu vois, c'est déjà parti. Allez. Dis au revoir à ta cuillère. Je te rends ta liberté. Vous gardez rarement les poissons, pourtant c'est quand même bon à manger, hein, une truite. J'en garde un peu à l'ouverture, même si c'est pas le moment où elles sont les meilleures dans l'assiette. J'en garde quand j'ai envie d'en faire partager, soit bien sûr à ma famille, à mes enfants, soit à des amis. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup le disent, que le poisson est en régression? Le poisson, incontestablement, est un peu en régression. Moins nettement peut-être, c'est cyclique, c'est fonction des eaux et de la pluviométrie. Et puis aussi de toutes les aberrations liées aux transformations de l'environnement. C'est surtout ça qui a nui à la truite.
Je veux dire, si on avait laissé les milieux préservés et intacts, en tenant compte du fait qu'on a fait disparaître de la France le saumon, et qu'il serait peut-être utile maintenant de penser que la truite peut elle aussi disparaître, si vraiment la truite devenait une priorité, je crois qu'on pourrait encore la préserver dans de nombreuses régions de France. Mais c'est une prise de conscience et qui n'est pas que celle des pêcheurs. S'il n'y avait que les pêcheurs, je crois qu'il y aurait des truites. Partout où la truite sauvage peut vivre, se reproduire, il ne faut, à mon avis, ni introduire de truites adultes, ni introduire à quelque stade de développement que ce soit de poissons qui proviennent de pisciculture. Il faut laisser la nature faire son œuvre. Florian Besson et Jean-Sébastien Tingot vont passer leur journée à pêcher la truite en réservoir près de Saulieu, une région où il fait bon vivre. Nous nous trouvons devant un plan d'eau de pêche à la mouche qui est nommé le Neptune. C'est un nom que nous n'avons pas inventé. Il existait avant que nous achetions le plan d'eau. La vocation de nos fédérations et de nos associations est essentiellement de protéger le milieu. Et nous gérons essentiellement des rivières qui sont nombreuses en Côte d'Or, puisque nous avons 1450 km de première catégorie, à peu près autant de deuxième catégorie, et 1500 hectares de plans d'eau qui sont gérés par nos associations. C'est beaucoup plus lourd que les cannes de rivière qu'on utilise habituellement. Donc ça, c'est une canne de combien? 9 pieds 6? 9 pieds 2. 9 pieds 2, ouais. 9 pieds 2, soit 5, 7. C'est pas mal, hein, a priori, ça devrait être bon. Pas trop gênant le vent, là? Si, c'est pour le lancer surtout, parce que là, si on fouette loin, la soie, normalement, elle devrait passer juste où vous êtes. Là, c'est le problème. C'est que le vent, il est un petit peu fort, mais ça devrait aller. Bon. Tiens, par contre, on va s'écarter un peu, parce que sinon on va se gêner. Voilà. Il y a des endroits où ça mord plus que d'autres sur le réservoir? C'est très variable, très variable, ça dépend des jours. Le soir, elle se rapproche du bord. Quand il y a une forte chaleur, comme aujourd'hui, elles descendent dans les couches plus profondes, puisque l'eau est beaucoup plus froide dans les fonds, obligatoirement. On a fait des mesures quand il faisait le plus chaud. Le dessus était à 24 et le fond était à 7. C'est ça, il y a une très grande... Par contre, il y a une diminution de la teneur en oxygène dans le fond. Donc c'est une question d'équilibre, il faut chercher le poisson. Ah ouais, mais ça... Varier la récupération. Change de nymphe, Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais mettre une imitation de trichoptère. C'est que là, j'ai pris le fourreau d'un trichoptère, j'ai rajouté quelques trucs, mis du vernis, et ça fait vraiment une belle imitation, quoi. Donc ça, en général, on prend du poisson avec. C'est une belle imitation, quoi. Et donc ça fait vraiment un insecte pas parfait, mais c'est sympathique déjà. On va voir si ça marche mieux ou pas. Si ça marche pas, bon, on changera. Hein. Faut pas hésiter à changer. C'est pas un réservoir facile, c'est un réservoir où les poissons sont vraiment éduqués, quoi. C'est pas de la pêche de cirque. Hein. C'est-à-dire éduqué? C'est-à-dire que souvent on se dit pêche en réservoir. Pêche en réservoir, les poissons, c'est facile, on jette une nymphe, on jette une mouche dans l'eau, on a une truite. Et ben ici, non. Oula. Ça sent la pluie. Une chose qui est importante, c'est de trouver le niveau auquel se tient la truite à un moment donné. Donc c'est-à-dire que suivant la température, la saison, et bon, la nourriture qu'elle cherche, elle va être soit en surface. Donc là, vous pourrez la capturer avec des mouches sèches, un peu comme en rivière.
soit entre deux eaux. Bon, là, vous pouvez pêcher avec des mouches noyées, des streamers, donc des imitations plus plombées qui descendent sous l'eau. Et bon, quand vraiment il y a des grosses chaleurs ou quelquefois l'hiver, bon, la truite peut se tenir au ras du fond, quoi. Donc là, ça demande des techniques avec des soies plongeantes pour aller chercher le poisson sous quelques mètres de profondeur, quoi. Là, c'est quoi ce lancer là? Ouais. En réservoir, ce qui est important, c'est surtout la profondeur. Soit elles vont être en surface, soit elles vont être entre deux eaux, soit elles vont être collées sur le fond. Donc des fois, il faut les pêcher sur le fond. Sinon, on va pas faire un poisson. Ah ouais, allez, je crois qu'elle est belle. Hein. Ah ouais, elle est belle. Sur l'imitation d'Alvin. Ouais. Ah ouais. Amène-la vers moi. Voyons. Hein. Sur mon imitation de... En époxy, là? Ah, en époxy. Hein. Ah, regarde. Regarde ça comme c'est beau. Ouais. Donc. Hop. Bah, y a même pas besoin de la ranimer, tu vois, elle est repartie toute seule. Avec mon imitation. C'est des mouches, normalement, pour pêcher le bar en mer. C'est imitation d'Alvin. Vu la difficulté avec la baisse du baromètre aujourd'hui, elles sont complètement calées, donc bon, on a un peu tenté le tout pour le tout. Mais c'est bien, ça vit bien dans l'eau. Il faut ferrer. Imagine qu'il y en a une qui prend là. C'est quoi, Florian? C'est une petite, vraiment toute petite truite, hein. Je sais même pas si elle est maillée. Ah non. Pendu. Pendu. On sèche avec le... Avec la merde, là? Avec le... Le chevreuil? Puis une belle en plus. Elle casse pas. Enfin, essaye de pas casser. Je vais essayer de pas casser. Ouais. Eh, fais gaffe, y a pas de backing. C'est quoi ce truc? J'ai un sous-marin. Excellent. À la main, à la main, à la main, à la main, Ouais, tu vas j'en casser ramène au un peu, Inès, là. là. C'est une belle? Ouais, c'est une belle. Oula, 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 oula. Eh, mets-toi pas en bout de canne. Ah, elle m'a fait un superbe gobage. Hein. Ah, la mouche en sèche, hein. Elle gobe. Ah, dis donc. C'est bon, maintenant, elle est faite, là. Hein. Ouais, tiens. Même pas? Costaud, les truites, ici, hein. Ah bah, elles ont du jus, hein. C'est pas du poisson de cirque. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis bon, comme je suis monté quand même pas trop costaud... Ah, c'est une belle arc. Sur le poisson. Waouh, elle est belle, ouais. Ouais, elle est belle. Comme la première. Ça, c'est... Ça réconcilie avec la pêche en réservoir. Regarde ça, les couleurs. Ça fait plaisir de prendre d'aussi beaux poissons, quand même. Ah, regarde. Regarde ce poisson. C'est pas énorme, hein, mais ça a la frite, hein, Ah quand non, même. elle s'est mieux battue que la première. Superbe, hein. Et il y a plus gros. Vous avez, Et tu vois la mouche, vous avez pas regarde. des sets en cervidés? Une mouche en cervidé. En surface, on sèche. Il m'a fait un superbe gobage. Ça, c'est un poisson que ça fait longtemps qu'il est dans le réservoir. Tu vois, il a vraiment pris la couleur. Bon, on va pas les laisser trop longtemps. Elle est belle. Ah ouais, regarde. Hop, tu vois, pas d'ardillon. Alors, on va la ranimer. Elle s'est battue. Il va doucement.
Et voilà. Ciao, Bella. On a un système d'éclairation de capture. Les pêcheurs notent chaque prise conservée sur une carte qui leur est délivrée. La carte est récupérée dans une boîte et en fonction des captures déclarées, on complète avec un alvinage pour maintenir la densité de 800 poissons pour 6 hectares. Là, en réservoir, c'est donc vraiment, comme vous dites, du feeling, quoi. Ouais. En rivière, bon, bah là, on met pas des mouches au hasard comme ça, mais en réservoir, bon, bah, faut pas trop. C'est pas une question que des fois, quand il y a trop de soleil, elles sont moins voyantes ou... Quand on pêche au streamer, ça a des importances. Les couleurs, suivant les époques, changent un petit peu. Mais quand on pêche en nymphe comme ça, bon, bah, on prend la première qui vient. Et puis on essaye. Hein. Donc là, il faut imiter un insecte qui est en train de remonter à la surface pour éclore. Donc ce qu'il faut faire, c'est ramener tout doucement. Donc là, on tricote à différentes vitesses. Et là, on sent la touche au doigt. Là. Florian Besson est un grand pêcheur de truites et sa méthode demande une grande finesse et une grande habileté. Son ami, Jean-Sébastien Tingot, a appris beaucoup de choses à ses côtés. Il faut être bien concentré parce que ça fait des toutes petites touches. Ouais, c'est pas compliqué, les poissons ils sont où on pêche pas. Il faut ferrer tout de suite. Il faut chercher à comprendre. Hein. Ce réservoir est exceptionnel et sa gestion est faite avec un sérieux exemplaire. Nous vous conseillons d'aller pêcher en Bourgogne pour passer des moments uniques et privilégiés dont vous vous souviendrez. Allez. Voilà. Elle a attrapé à... Bah, elle a attrapé la nymphe, elle est bien plantée et tout, c'est nickel là. Hein. Franchement, elle pouvait pas se décrocher. Ah. On va la décrocher gentiment, juste sur le bec là. Gros bécard. Voilà. Donc là, on va la réoxygéner. Est-ce que le réservoir peut-être l'avenir, la pêche du futur? Ben, j'espère que non, que ce sera seulement une des variantes, et une des variantes intéressantes parce qu'on peut pratiquer en dehors des dates d'ouverture en eau libre, c'est-à-dire dans les rivières. C'est-à-dire ça permet aux pêcheurs, lorsqu'on a des beaux automnes en particulier, de pratiquer jusque presque à Noël. Donc c'est intéressant à ce point de vue. Bon, C'est bon? on y go. Allez. On est parti. Manger et puis l'apéro. L'apéro d'abord, manger après. Manger l'apéro. Après avoir pêché dans le lac du Pontet, face au massif de la Meige, séquence que nous verrons dans un autre film, Patrick Sangat, un de nos meilleurs pêcheurs à la mouche du moment, va nous prouver combien sa réputation est justifiée. D'autre part, il est un monteur de mouches hors pair. Pour le moment, suivons-le avec son ami Christophe Richon sur le Guil qui court depuis la frontière italienne à travers le parc naturel régional du Queyras. Oh. D'accord, joli poisson, et ça glisse, mais ça n'a pas d'importance. Ah, c'est un joli poisson, là, hein. Un poisson qui va descendre. Oh, c'est pénible au milieu du courant, hein.
Ah, jolie truite encore, un peu plus de 30 cm. Ah, on va la remettre à l'eau. C'est notre pêcheur qui la prendra. Ah, elle est partie. Elle a retrouvé son élément d'origine. Elle est partie. Une belle journée quand même. Oui, t'as pris du poisson? Un petit peu, ouais, j'ai pris 4 ou 5. Belle? Ouais, j'ai entre 25 et 30. Hein. Ah ben c'est déjà des beaux poissons. Bon, je vais monter une nymphe très plombée pour les eaux rapides. Une nymphe qui m'a été conseillée par mon très grand ami Jean-Marc Chignard, que j'ai amélioré depuis. Une nymphe à billes, avec des hameçons de 10 qu'on positionne sur les taux. Alors on va faire la tête noire. Qu'est-ce que c'est comme mouche, exactement? C'est une nymphe de type éphémère, mais assez volumineuse et qui va être très plombée pour pêcher en eau rapide. Et vu la rapidité de la rivière, quand on pêche en nymphe, on ne peut pas pêcher à vue, on ne voit pas le poisson. Donc il faut faire travailler la nymphe sous l'eau. Il est très important qu'elle descende très vite. Voilà, la tête étant faite, j'arrête le fil avec une demi-clé. Je coupe. Un peu de colle qui va solidariser la bille. On va changer de couleur de fil. On va faire le corps. On va y mettre le plomb après dessus. On va d'abord y mettre les cercles. Une pincée de queue de faisan. On va mettre à peu près à la moitié de la hampe. Et qui dépasse petit centimètre, tout petit. On coupe l'excédent. Et on va plomber le corps avec du plomb moyen. Alors toujours aspire jointive. Donc on fait une longueur et on va revenir sur les 2/3 de la hampe. On va solidariser tout ça avec un peu de colle. On va placer un morceau de Kevlar, qui est un fil bien sûr très solide, pour faire le cerclage du corps. On va en profiter que la colle n'est pas sèche. Et avec le fil, on revient où on s'est arrêté avec le plomb. On coupe. Et on va faire un dubbing. Alors, il y a plusieurs façons de mettre le dubbing sur le fil. Moi, je suis très rustique et ça tient très bien comme ça. Pas trop chargé non plus. Et ensuite, on va tourner le dubbing sur le corps qu'on a formé avec le plomb. On essaye de le faire à spire jointive, bien sûr. Voilà. On va faire une demi-clé de façon à ce que tout tienne bien. Et on va faire le cerclage avec le fil de Kevlar qui était en attente. Alors, les départs sont toujours difficiles pour revenir à la hauteur du plomb. Donc on va arrêter le fil de Kevlar. On coupe. Une demi-clé pour assurer. Voilà. Alors j'ai du faisan dans la main pour représenter les ailes qui sont en train de se former. Donc je place ça sur le dessus, à peu près sur 2 cm. Voilà, je fais 2 tours de fil et je laisse en attente pour l'instant. Ensuite, je vais mettre un morceau de dubbing préformé
pour faire le sac à l'air. Voilà, on vient, on arrête le fil derrière la bille et on coupe l'excédent de faisan. On y met une petite goutte de colle. Comme ça ne va plus bouger. Donc je vais tourner le dubbing préformé pour faire les sacs à l'air. Voilà, j'ai fait 4 tours. Je l'arrête avec le fil de montage. Je fais une demi-clé. Je coupe l'excédent. Alors, un peu de colle sur le fil de montage. Et je coupe le fil de montage. Après, pour faire les ailes qui sont en train de se former, je reprends sur la tête que j'ai fait tout en début de la mouche. Je repositionne mon fil noir. Et je vais passer le faisan qu'on a placé sur la bille. Je vais bloquer devant sur la tête avec le fil noir de montage. Et après, je vais partager le faisan qui est sur la tête de la bille en 2 parties, de façon à revenir sur les côtés des sacs à l'air. C'est la principale difficulté de cette mouche. Voilà, juste un tour pour tenir. Et après, je peux grossir la tête. Avec quelques tours de fil de montage noir. Je finis par une clé. Donc, de demi-tour, bien sûr. Je coupe et je colle la tête. C'est fini. J'ai juste un peu de colle à mettre juste sur le faisan. Parce que c'est très fragile. Donc pour pas qu'il casse, en action de pêche. Et juste un point de colle sur la queue de la mouche, sur le kevlar, de façon à ce que ça ne parte pas dans l'eau. Et la mouche est terminée. C'est une mouche très lourde et donc qui est énormément sollicitée. Il faut que tous les matériaux soient compacts entre eux, de façon à ce qu'elle ne se défasse pas trop vite. Comment s'appelle cette mouche? Disons que c'est une nème d'éphémère, c'est tout. Hein. Ça n'a pas une appellation particulière. C'est la sanguine, la batterie sanguine. Améliorée de Jean-Marc Chignard. Elle était juste derrière la pierre, tiens. Des jolis petits poissons encore. Ouais, poisson maillé. Voilà, un poisson qui fait 23 cm. Hop, voilà. Elle était juste placée devant la pierre, là. C'est sympa comme ça. Ça, c'est de la pêche amusante. Et on ne les voit pas au fond. Hein. Si on ne pêche pas de cette façon-là, à l'aveugle, on ne fait pas un poisson. Hein. Quelle mouche? Ben, elle a pris sur la nymphe, celle-là. Ouais, ben, c'est normal parce que j'ai relevé en arrivant à la pierre. Elle était là, elle mange là. Hein. Elle est où il y a le remous, où il y a le moins de courant. Elle ne se fatigue pas, elle attend la nourriture qui arrive. Hein. Elle est toujours placée dans la dérive des insectes. Tous les poissons font pareil.
Au moins ils se fatiguent, au mieux ils se portent. En réalité, ils sont un peu comme nous. Enfin, ou comme moi. Très belle truite. En plus, elle est bien grasse, elle mange.